Bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs de ces tables rondes et de cette journée de restitution. Donc, Anne-Laure Morin et moi-même, je suis Armelle Phalippon, allons donc vous restituer les travaux qui ont été réalisés par notre table ronde. Donc, vous voyez la liste des participants mentionnés ici. On en a certains d'entre eux qui sont présents dans la salle. Et la thématique était de réfléchir sur la légitimité et les conditions de réalisation en France d'essais d'infection contrôlés chez l'humain. Donc ces essais, je suis vraiment pas douée. C'est terrible. Ces essais sont également appelés CHIM pour l'abréviation en anglais de Control Human Infection Model. Et dans quelles conditions ces études sont avant ça, c'est le CHIM, c'est un objet extrêmement complexe qui questionne les principes éthiques applicables à la recherche clinique. Et cette thématique a fait d'ailleurs récemment l'objet d'un rapport par l'OMS. On comprend aisément pourquoi, puisque la réalisation d'un CHIM, en réalité, c'est administré de façon délibérée un agent infectieux à des volontaires sains. Alors bien sûr, dans des conditions contrôlées, dans un environnement contrôlé, avec essentiellement deux critères. Les conditions d'infection doivent être connues, la dose infectieuse, les symptômes qui se déclarent et le temps d'apparition de ces symptômes. Et bien évidemment, les risques et les inconvénients associés à l'infection doivent être mineurs, surveillés, gérés et minimisés. Les deux domaines essentiellement dans lesquels ces CHIM sont mis en œuvre, c'est d'une part pour l'optimisation du développement vaccinal ou thérapeutique, et d'autre part pour améliorer les connaissances sur la physiopathologie de l'infection et les réponses immunitaires qui sont associées, et en particulier la possibilité de déterminer des corrélats de protection qui vont être en fait très très utiles pour le design des essais de phase 3, puisque ça peut permettre de ne pas avoir à démontrer la protection dans la population sur le terrain, mais d'utiliser ces corrélats de protection pour démontrer la protection dans la population. Comment s'intègre un CHIM dans le développement des différentes phases cliniques pour tester un candidat vaccin et le voir arriver en autorisation de mise sur le marché? Donc vous avez ici la voie que vous connaissez très bien, de la phase 1 à la phase 3, avec les différentes activités, disons endpoint dont on veut évaluer. En phase 1, évidemment, la safety. En phase 2A, la safety et l'immunogénicité dans la population cible. Et en phase 3, l'efficacité sur le terrain. Et vous voyez représenter le nombre de sujets qui est évidemment croissant de la phase 1 à la phase 3 et les budgets associés qui sont croissants également. Donc en fait, le CHIM se positionne dans cette voie de réalisation des essais cliniques juste après la phase 1. Et en fait, l'idée, c'est de réaliser une étude de CHIM en parallèle d'une étude de phase 2A, de manière à pouvoir combiner les résultats de la phase 2A qui vont être la safety et l'immunogénicité avec des données préliminaires obtenues par ce CHIM study. Et c'est l'ensemble de ces données qui va permettre de décider si oui ou non ça fait du sens de faire bouger un candidat vaccin de ces phases 2 vers les phases 3, et ça donc permet de limiter le nombre de candidats vaccins qui vont passer en phase 3 et donc limiter le nombre de personnes qui vont être administrées avec un vaccin qui est peut-être de faible intérêt, et évidemment limiter les coûts dans ces phases de développement. Donc très brièvement, comment est-ce qu'on réalise un essai de CHIM? Évidemment, on a des sujets volontaires sains qui sont randomisés en aveugle. On a un bras qui va recevoir le candidat vaccin à tester, un bras qui va recevoir le placebo. Les deux bras sont évidemment infectés avec une dose définie de l'agent infectieux, et je précise ici que l'agent infectieux aura dû être préparé dans des conditions d'utilisation chez l'homme, c'est-à-dire qu'on doit avoir un lot GMP de cette souche qui sert pour l'infection. Et ensuite, on va avoir dans le groupe placebo le taux d'attaque. Dans le groupe des vaccinés, on va avoir un taux d'attaque qui, on l'espère, va être différent, et c'est ce qui va permettre de pouvoir évaluer la protection de ce candidat vaccin. Alors, en fonction de l'agent infectieux utilisé, donc du modèle de CHIM, les sujets sont suivis soit en ambulatoire, soit hospitalisés en confinement, ça dépend du pathogène, et le traitement peut être administré à différents moments après l'infection, ça dépend également du modèle et du protocole. Parfois, c'est juste dès l'apparition des symptômes, parfois ça peut être quelques jours, un jour ou deux après l'apparition de ces symptômes.
Donc, il y a un certain nombre de modèles infectieux pour lesquels il y a des CHIM qui sont réalisés aujourd'hui. Vous avez la liste présentée ici. Vous pouvez voir qu'il y a à la fois des modèles concernant des parasites, des bactéries et des virus. Ces CHIM sont réalisés aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, dans les pays du Sud, en Thaïlande, en Colombie, en Afrique subsaharienne et en Europe, uniquement Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Vous pouvez voir également sur le graphe l'augmentation du nombre de ces essais réalisés au cours des dernières décennies. Et vous voyez qu'en 2011-2017, on arrive à peu près à 140 essais réalisés. Et il y a une étude très intéressante qui vient de sortir en 2002 qui a évalué les risques sur la base des études qui étaient publiées. Et donc, ça reprend à peu près 300 études avec un total de 15 000 personnes qui ont été incluses dans ces CHIM. Et la conclusion de cette revue, c'est que globalement, on a un good safety profile. Les risques sont bien maîtrisés. Par contre, il est mentionné que pourrait être amélioré dans ces conditions de CHIM la manière dont les SAE, donc les effets indésirables sérieux, sont rapportés. Avant de laisser la parole à Anne-Laure pour qu'elle vous présente la manière dont la table ronde a travaillé et nos recommandations, je terminerai en insistant sur le fait que le CHIM reste un modèle qui ne reflète que partiellement la réalité. Il est fait sur une population d'individus sains, en bonne santé, jeunes. Les souches utilisées sont souvent atténuées, de manière à générer des symptômes qui sont eux aussi moindres que ce qui se passe dans d'infections naturelles. Ce qui veut dire que, en général, les données de CHIM, en particulier dans le domaine de développement vaccinal, sont toujours suivies d'essais sur le terrain qui sont requis. Il y a juste un exemple particulier, mais je le présenterai pendant la discussion. Je laisse la parole à Anne-Laure. Dis-moi comment on passe les diapos. C'est la petite ici vers toi. Voilà. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc notre table ronde, vous l'avez compris, s'est intéressée au fait qu'en France, à notre connaissance en tout cas, aucun essai de CHIM n'était conduit, et on s'est interrogé bien sûr sur les conditions et la légitimité de cette réalisation, avec trois grands axes de réflexion. Le rationnel de la promotion des essais de challenge infectieux sur la personne en France, sur les plans scientifiques, épidémiologiques, industriels et économiques. Donc ça, Armelle vient de vous faire une brillante démonstration sur le plan scientifique, les aspects logistiques bien sûr de ce type d'essai sur les plans cliniques, administratifs et législatifs, juridiques et réglementaires, et puis bien sûr parce que c'est un essai qui peut être ce sont des essais qui ont été débattus et controversés socialement sur les dimensions normatives et éthiques et l'acceptabilité sociale. On a abouti à 9 recommandations qu'on va détailler dans le temps imparti. Voilà. Alors, pourquoi conduire ces essais en France? Donc, à l'intérêt scientifique, on l'a vu, à l'amélioration des connaissances en infectiologie. Les scientifiques présents et les experts de la table ronde ont trouvé que c'était un modèle quand même assez peu substituable et indispensable en recherche vaccinale. Et puis, beaucoup d'entre eux ont indiqué qu'il y avait quand même un écosystème médical et scientifique français adapté, même si, bien évidemment, il y avait besoin ensuite de développer les infrastructures, et on va le voir. Il y avait aussi des questions d'enjeux d'indépendance et d'attractivité en France pour la conduite de ces essais, puisque les promoteurs qui sont intéressés, en tout cas les promoteurs français, sont actuellement obligés de s'adresser à des centres à l'étranger, dans les pays qu'a mentionné Armelle. Sur les obstacles juridiques, on avait à l'Institut Pasteur demandé au CCNE son avis sur, son avis sur l'intérêt et les obstacles éventuels sur le plan éthique de conduire ces essais en France. Et nous avions eu une consultation concertée d'ailleurs que le CCNE avait organisée avec d'autres administrations impliquées comme la NSM, la DGS, le ministère de la Recherche et la CNRIPH, et on les avait interrogés sur le fait que on pensait que les essais CHIM n'étaient pas conduits en France parce que on était dans la doctrine qu'ils avaient énoncée
énoncé au CCNE dès 1984, avant même la loi Huriet, sur l'histoire du risque minime et le fait que ce risque devait être, si vous vous en souvenez bien, conforme à des risques de la vie courante. C'est ça qu'ils avaient indiqué dès 1984, avant même la loi Huriet. Et puis ils ont bien délibéré sur cette question. Ils nous ont dit non, maintenant les conditions sont complètement différentes et on est véritablement dans un risque minimisé, c'est-à-dire conformément d'ailleurs aux normes internationales et aux règles de droit, un risque qui doit être minimisé au maximum selon les conditions et les moyens qui sont disponibles à un moment donné. Donc là, on avait eu l'assurance que cette interprétation de nature éthique, elle ne faisait pas obstacle à la conduite d'essais en France, étant donné que nous n'avions pas vu, et la table ronde n'en a pas vu non plus, d'obstacles juridiques. On va voir comment. Alors le CCNE nous avait fait également d'autres recommandations qui sont spécifiées dans l'article au fur et à mesure. Voilà. Alors, la qualification juridique, bien sûr, ça nous importait. Vous avez compris que je suis un peu juriste, alors, mais je vais pas vous assommer là-dessus. Donc, bien évidemment, on s'est interrogé, on s'est dit, soit conformément à la loi Jardé, une RIPH de type 1 hors produit de santé si l'essai porte uniquement sur la souche. Avec une compétence du coup du CPP sur l'évaluation du bénéfice-risque, ou alors si l'essai inclut un médicament expérimental, on est dans un essai clinique médicament au sens du règlement européen avec une compétence cette fois de la NSM sur le bénéfice-risque. Donc bien sûr, on s'est dit oui, mais quid du statut de la souche pathogène. Armel nous l'a dit, et c'est les recommandations souvent dans les pays qui conduisent, totalement fréquemment dans les pays qui conduisent ce type d'essai, il faut que ce soit élaboré en GMP. Mais là, on était quand même on est dans une zone grise en France, à notre avis. Ça ne peut pas être un médicament dit auxiliaire au sens du règlement européen, mais bien sûr, la table ronde s'est dit que l'application des bonnes pratiques de fabrication était indispensable pour administrer cette souche. Donc la recommandation numéro 1 pour nous, c'est aller d'ordre législatif cette fois, créer une catégorie juridique spécifique au sein du Code de santé publique dans la partie produits de santé qui va édicter une qualification des souches pathogènes utilisées lors des essais de challenge infectieux et des conditions d'obtention, d'administration et de conservation. Donc ça, c'est une recommandation assez forte, mais qui nous permettrait de sortir de la zone grise et de qualifier finalement tous ces essais sous l'empire du règlement. La recommandation numéro 2, c'est de développer, d'assurer le financement d'infrastructures spécifiques qui vont être pérennisées et qui seront aptes à accueillir ce type d'essais en capitalisant sur les structures et expertises déjà existantes. Je vous ai dit que les experts de la table ronde avaient indiqué que des structures et l'environnement médico-scientifique étaient déjà présents, qu'il y a déjà des centres qui existent en vaccinologie et notamment les experts qui étaient là du réseau IREVAC pourront éventuellement le préciser. Et donc, il nous a semblé très important que le financement d'infrastructures spécifiques soit assuré. On s'est posé évidemment la question de faut-il une autorisation spécifique sur les lieux d'investigation, puisqu'il y avait, comme l'a indiqué Armel, puisqu'il y a évidemment des contraintes extrêmement lourdes en termes de logistique, de biosécurité, ça dépend de la souche bien sûr utilisée, des contraintes lourdes en termes de protection des personnes, voire du personnel, et des configurations spécifiques telles le confinement. Donc là, on a recommandé à la table ronde d'enrichir les référentiels qui sont utilisés par les ARS pour instruire ces dossiers d'autorisation de lieux de recherche au regard de toutes ces spécificités. Décidément, je me trompe de sens à chaque fois. On s'est posé la question aussi d'adapter les bonnes pratiques cliniques, sachant que elles datent un peu, par ailleurs, en France en tout cas, même si elles sont inspirées par les normes internationales. Donc là aussi, des contraintes spécifiques en termes de recrutement, de surveillance des personnes, d'isolement, de délivrance du pathogène. Eh bien, la table ronde a recommandé que on prévoit l'élaboration et l'adoption par la NSM de dispositions de bonnes pratiques spécifiques
spécifiques aux essais de chim, là aussi une recommandation donc réglementaire. En revanche, le CCNE, dans la réponse qu'il avait adressée à l'Institut Pasteur, nous avait dit peut-être prévoir une couverture assurantielle spécifique pour couvrir les dommages aux personnes. Et ça, la table ronde ne l'a pas recommandé, étant considéré que les experts ont considéré que les conditions actuelles de l'obligation d'assurance du promoteur et de la couverture des conséquences dommageables à sa charge étaient suffisantes. Une autre question, bien sûr, concernait l'examen des protocoles par des comités d'éthique spécifiques ou non. Dans certains pays étrangers, comme par exemple au Royaume-Uni, les protocoles CHIM, et notamment au Royaume-Uni pour l'essai CHIM qui a été autorisé, examiné par un comité d'éthique dans le cadre d'un vaccin Covid, un comité d'éthique spécifique avait été diligenté, et c'est d'ailleurs la recommandation de l'OMS dans le rapport qu'a cité Armelle. Donc là, on s'est finalement interrogé et on s'est dit que finalement le système français nous permettait de prévoir au sein de l'arrêté qui met en œuvre l'article qui met, vous savez, en concurrence les CPP lors du tirage au sort avec des compétences spécifiques, de rajouter en fait une compétence qui aurait trait au domaine infectieux pour attribuer à un CPP un dossier à l'effet qu'il soit examiné par des experts compétents. Alors, sur le plan éthique et acceptabilité sociale, de grandes discussions, bien sûr, au cours de la table ronde, puisque nous avions bien sûr des experts de divers disciplines. L'énoncé de l'OMS, c'est qu'il y aurait une équivalence morale avec les essais de première administration chez l'homme, de ces essais chimiques, ce qu'on peut contester, ce qui a donné lieu à pas mal de discussions. Et donc, on n'a pas trouvé de consensus dans la table ronde, mais tout de même a été évoqué cet argument. Oui, il faut que j'avance. Oui, d'accord. J'ai bientôt fini. Suivant lequel les patients français vont pouvoir bénéficier des recherches qui sont permises par des volontaires à l'étranger et notamment à nos frontières, et que donc il fallait tout de même peut-être considérer la valeur éthique de la conduite en France. La compensation financière, très gros sujet. Vous le savez, les montants à l'étranger peuvent être considérés comme ce qu'on appelle une incitation indue. Le montant est très élevé. Aux États-Unis, c'est un jour de travail, etc. Donc ça peut aller jusqu'à des sommes très importantes. Les contraintes sont certes plus importantes. Bien sûr, la table ronde a rappelé que ça ne devait pas être une compensation du risque pris, et la table ronde a dit qu'on pouvait s'inscrire là dans le cadre du plafond réglementaire qui a été augmenté récemment à 6 000 € par an. Les modalités de recrutement, d'information et de consentement, évidemment, une procédure renforcée. Donc, vous voyez que la recommandation est très importante. Je ne vais pas vous la lire car je crois que je suis en retard. C'est bien ça. Donc, une procédure bien sûr renforcée de sélection, d'information avec une évaluation psychologique si nécessaire en raison des contraintes très spécifiques du fait que les personnes peuvent être confinées, qu'elles peuvent ne plus supporter de l'être, et qu'il faut donc évaluer leur capacité à faire face non seulement aux risques mais aussi à ces contraintes très spécifiques, avec bien sûr un délai suffisant de réflexion, donc bien plus élevé que ce qu'on voit en règle générale en essai clinique, et l'importance de la composition de l'équipe investigatrice devant comporter un psychologue à chaque fois. Et enfin, donc communication, acculturation, donc des éléments qui nous ont paru extrêmement importants dans le contexte actuel de ce qu'on appelle la lutte contre l'infodémie, les fake news, auquel à l'Institut Pasteur on est particulièrement, comme beaucoup d'acteurs, mais sensibles. Donc avec une communication qui nous paraissait importante d'être, si du moins des promoteurs décident de conduire ces essais chimiques, qui doit être relayé d'un point de vue institutionnel, éventuellement par les autorités publiques, et des recommandations aux organismes en termes de communication et de transparence vis-à-vis du public.
Et enfin, des recommandations sur le fait qu'il faut acculturer éventuellement les professionnels de santé pour la conduite et l'évaluation de ces essais par des formations ciblées telles que celles qui sont déjà dispensées sur les BPC ou des formations dispensées par la CNRIPH. J'en ai fini. Voilà, des outils qui nous sont apparus comme nécessaires pour la recherche sur les maladies infectieuses et l'optimisation du développement des vaccins. Encore une fois, pour nous, pas d'obstacle juridique en France pour conduire ces CHIM. Et en revanche, les moyens de les conduire de façon éthique et un écosystème médical et scientifique favorable, sous réserve de renforcer les structures, de les pérenniser, de les financer, d'apporter quelques précisions réglementaires et de favoriser une bonne communication et une acculturation. Désolée pour le dépassement. Non, mais ça va très bien encore, mais on aura un peu moins de temps pour les questions. Merci beaucoup.